ce troisième panel sur la critique dans la littérature africaine. Vous avez constaté que je suis entourée de jeunes. C'est un littéraire et comme je suis d'une autre génération intermédiaire, j'ai commencé à me dire, mais en Afrique, la critique, quand on en parle, critique littéraire, moi, mon directeur de thèse, le professeur Mohamedou Kane, en effet, professeur Madior Diouf, ce sont les comités au Sénégal. Et si je me tourne du côté de la Côte d'Ivoire, on va dire Bernard Zabi Zaourou, on va dire Barthélémy Kotchi. Et donc, je me tourne du côté du Cameroun, qui n'est pas, je crois, le Cameroun n'est pas ici. Il y a Amal qui était ce matin. Malheureusement, si le Cameroun est là. Alors, bonjour le Cameroun. Donc, vous voyez déjà, j'ai dessiné un triangle. Et dans ce triangle pouvait s'inscrire ce que j'appelle le meilleur de la critique en Afrique. Sans oublier la diaspora. Sans oublier la diaspora. Sans oublier présence africaine. Je dis par où, par qui tout a commencé. Et pour introduire le débat aussi, puisqu'il s'agit de littérature, vous me permettrez d'évoquer la métaphore du vampire chez Michel Tournier. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, bien sûr. Le livre, parce que si on dit critique littéraire, c'est à cause du livre. C'est autour du livre. C'est dans la vie du livre que nous allons essayer de plonger. Et nous allons considérer qu'un livre, au fond, c'est une espèce d'insecte qui est mort, qui est enfermé dans un tiroir ou dans les rayons d'une bibliothèque. Et tant qu'il ne s'est pas jeté comme un vampire sur des lecteurs, il ne vit pas. Mais qui va pousser les lecteurs à aller vers les livres? Ce sont les critiques. Et qui sont-ils? On va faire un tour de table et je vais vous dire de vous interroger sur leur position, d'où ils viennent, dans quel organe de presse ils écrivent quand on parle de critique, pour comprendre au fond que si nous voulons atteindre le lectorat africain, si nous voulons rapprocher le livre du lecteur africain, nous allons avoir à franchir des barrières linguistiques notamment. Nous allons devoir recourir à des médias, certains très modernes, d'autres un peu moins. Et donc nous allons faire en sorte, en recourant aussi aux langues qu'il faut, pour que les Africains aillent vers les livres qui leur parlent d'eux, qui parlent de leurs problèmes et qui les aident en fait à aller de l'avant. Un exemple, ce matin, on m'a montré le livre du poète Amadou Lamine Sall, Les noces de ma mère. Alors déjà ce titre, je dis qu'en tant que femme, ça me fait un peu frissonner parce que oser parler des noces de sa mère, c'est un peu audacieux. Hein? Mais pour dire qu'un tel livre, l'auteur va le lire à sa mère. Imaginez une mère qui ne sait pas lire et à qui son fils vient parler d'un livre qu'il a écrit sur elle. Voilà, chers jeunes, je vais vous donner la parole. On va aller très vite pour se présenter rapidement. J'ai des éléments de biographie, mais je préfère qu'on saute. On a très peu de temps. On va aller. Je ne suis pas sûr de Michel a expliqué, journaliste, écrivain et puis. Alors, je retiens écrivain, journaliste et éditeur. C'est très important. Vous retenez ces mots, parce que j'ai dit d'où il nous parle. Moi, je suis Samy Chak, jeune écrivain de 62 ans. Donc, il va nager dans toutes les générations. Moi, je suis Annie Diaw, professeur de lettres au département de lettres modernes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, il a dit professeur de lettres. Alors, le mec que les profs consomment le plus, c'est le livre. N'est-ce pas, Ali? Ok, donc moi, je suis enseignant-chercheur au département de lettres modernes, spécialiste de littérature africaine. Alors, spécialiste, il peut être un peu plus précis. Hein? Dans quel domaine, par exemple? Il y a des choses dans votre biographie qui nous intéressent. Oui, en fait, oui, je suis
on dit que je suis spécialiste de Boubacar Diop, par exemple. Voilà, il a fait une grosse tête sur Boubacar Diop. Je travaille également sur les relations entre la littérature et les cultures urbaines. La littérature et les cultures urbaines, c'est encore la modernité de certaines façons. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Et bien d'autres choses. Il est modeste. Il est modeste, mais il touche un peu à tout. Bonsoir à tous, moi je suis Papa Lusa, je suis jeune et journaliste, plus que résilient, je suis résistant. Pas seulement, mais il anime à ITV des émissions où il parle de livres, de philosophie, d'art, de tas de choses. Alors, Alioune, on va commencer par toi. La critique, qu'est-ce que c'est, pourquoi et comment? Je n'oserais pas définir devant une professeure. Bon, espérons que ce débat sera moins contaminé que celui précédent. Moi, le temps est notre ennemi, je vais aller très vite, parce que je vois un peu, professeur, des similitudes entre ce qui se passe, l'actualité sénégalaise bien sûr, et le thème de notre panel, la littérature et la critique. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal actuellement? C'est de la chamaillerie entre pouvoir et opposition. Je vais manifester, tu ne vas pas manifester, je vais faire un concert de casserole, m'en vous ira. C'est de la chamaillerie. Hein? Et c'est de bonne guerre, parce que je pense que le cœur est à l'homme ce que la contestation est à la démocratie, c'est son oxygène. D'ailleurs, l'opposition vient de rendre un très bon service au pouvoir, parce qu'il a fallu que l'opposition dise que nous n'allons pas manifester, pour éviter un peu ce corps à corps entre le pouvoir et la foule. Parfois on dit que la foule n'agit pas, ne pense pas, elle agit, donc pas de drame. Et je veux calquer un peu cette image entre le livre et la critique. Le livre et la critique. Il faut que ces deux-là se chamaillent, parce que je ne dis pas que la critique doit jouer le rôle de monopole, mais de canal, de viatique, pour éviter ce corps à corps entre l'auteur et la foule. Ça peut également virer au drame. Et je donne deux exemples. L'un est tragique et l'autre est un peu sarcastique. Le premier est tragique parce qu'en janvier 2014, le feu professeur Omar Sanklé sort un ouvrage, Le Coran et la culture grecque. En 2014, un livre de 200 pages, un livre inédit d'ailleurs, qui fait un peu une sorte d'intertextualité entre l'Orient et l'Occident, c'est le dialogue des cultures. Mais après la sortie de cet ouvrage, la polémique enfle, diatribe contre le professeur Omar Sanklé. Blasphème, c'est un texte blasphématoire. Le livre n'est pas à l'université, n'est pas disputation à l'université, mais il est disputé dans les mosquées, il est disputé dans les médias. Autrement dit, la critique, c'était en 2014, c'est un exemple qui m'a resté au travers de la gorge, parce que le professeur Omar Sanklé était le professeur de littérature comparée quand j'étais en deuxième année. Et depuis lors, j'ai eu pas une dent, mais une mâchoire contre la critique, surtout universitaire. Parce que la critique s'est retirée dans cette chamaillerie entre un auteur et la foule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le résultat a été très tragique. On parle un peu de quelqu'un qui a été, pour ceux qui ne le connaissent pas, agrégé de grammaire et agrégé de littérature. Le professeur Omar Sanklé était dans l'obligation de participer à une émission télévision en pleurant et en demandant pardon. Où était la critique à cette époque? C'était en 2014, j'étais étudiant. Je ne sais pas. Où était la critique? Où étaient les universitaires? Où étaient ceux qui devaient tamiser un peu le message pour éviter ce corps à corps entre un auteur et la foule? Professeur, vous venez dans votre discours inaugural de dire deux choses importantes. Le livre et le lecteur. Vous n'avez pas parlé d'auteur, parce que quand on parle de critique, on pense au texte, mais pas à la personne. Le professeur Omar Sanklé a été attaqué, non pas à travers le texte, parce que ceux qui l'attaquaient ne savaient pas lire, mais il attaquait la personne. Malheureusement, tragiquement, le fait est disparu. Deuxième exemple, et les sarcastiques, c'est quand Mohamed Bougassar a remporté le prix Goncourt en 2021. La foule a sorti, je ne parle pas de la critique, la foule a sorti un ouvrage publié en 2018, qui s'intitule 2017, de Purs Hommes, qui parlait un peu d'homosexualité pour un peu établir un rapport, alors qu'on parlait un peu de la plus secrète mémoire des hommes. Ce que je veux dire par là, que l'absence de critique expose l'auteur, parce qu'on ne parle plus de son livre, on parle de sa personne. Mais pourquoi la critique s'est tue au Sénégal? Parce que moi, j'ai lu le professeur Mayodou, j'ai lu Mahali Gassama qui a écrit Comment, le mot juste, un livre excellent où il faisait un peu la critique. Mamoudou Sambe également.
Moi, je pense qu'il y a une interrogation qui a tué la critique chez nous. De quoi parle l'ouvrage? C'est l'interrogation qui a tué la critique. De quoi parle l'ouvrage? Il faut éviter cette question. Deuxièmement, le compromis social a pris le dessus sur la critique. Nous sommes au pays de la teranga, je vous critique, je suis votre ami. Pourquoi le mot critique a pris une acception péjorative et pas améliorative? Je m'interroge. Est-ce qu'on a bien défini le mot critique? Troisièmement, dans les cérémonies de dédicaces qui sont maintenant folklorisées, on parle plus de la personne et de ses descendants que du texte. Ça aussi, il faut le dire avec des biologistes et les quatrième chose, ce sont les émissions de télé. Je n'épargne pas la presse, je suis journaliste. Il n'y a pas une partie critique, il y a une partie présentation de l'ouvrage. Autrement dit, on parle un peu des thèmes qui sont dans l'ouvrage et du spoil. Autrement dit, celui ou celle qui regarde l'émission ne pas acheter l'ouvrage parce qu'on est à l'intérieur de l'ouvrage. On dévoile les secrets de l'ouvrage et je pense que je vais m'en arrêter là parce que... Merci, Papa Sarr. Merci, Papa Sarr. Vous avez soulevé beaucoup de problèmes parce que déjà, c'est autour du mot critique. Et j'ai dit tout à l'heure quel est le rôle de la critique littéraire. J'ajoute bien littéraire. Dans le deuxième exemple que vous avez cité, de purs hommes qui a été interdit, disons, de circulation au Sénégal. Moi, je l'ai eu par hasard avec une congressiste qui était venue. Je crois qu'il y a un phénomène qui nous tue, c'est la rumeur. Dans ce livre de Bouga, ce qui va, disons, être tragique pour le héros, c'est seulement la rumeur. On a dit que. Qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? Quand il a eu le prix Goncourt, tous les réseaux sociaux se sont animés. Qui avait lu déjà ce livre qui venait d'être primé? Pas un millième de ceux qui le critiquaient déjà. Donc je dis, il y a un problème là. Qu'est-ce que la critique? Les universitaires qui sont là. Les auteurs, vous êtes là. Quand on parle de votre livre, tout à l'heure, vous avez dit, il ne s'agit pas seulement de dire de quoi parle le livre. Est-ce que le livre ne parle que d'une seule chose? Qui va me dire de quoi parle le livre? Est-ce l'auteur ou sont-ce les lecteurs ou les spécialistes de la chose littéraire? La question vous est posée. Merci professeur. Je pense que là déjà on est en train de faire un mauvais procès à la critique, surtout universitaire et scientifique. Je pense qu'il y a même un risque de confusion, parce que ce qui est demandé aux critiques, à la critique littéraire journalistique n'est pas la même chose qui est demandé à la critique scientifique et universitaire. Et il y a également un troisième type de critique, c'est la critique essentiellement ludique, quelqu'un qui lit une œuvre littéraire, qui a un coup de cœur pour cette œuvre littéraire et qui décide par exemple de faire un billet, un papier pour donc donner ses impressions. Donc là, on a trois types de critiques littéraires qui ont des objectifs différents et ce qu'on exige de l'un n'est pas forcément ce qu'on exige de l'autre. Puisque en fait, le critique journalistique, lui, son rôle c'est quoi? C'est d'abord, il a déjà une fonction informative. La critique qu'il fait, c'est d'abord une critique d'information. C'est quelqu'un qui essaie de se coller à l'actualité littéraire et de faire peut-être parfois la promotion, en tout cas plus ou moins, parfois avec une promotion assez subjective, en tout cas des œuvres littéraires qui passent. Ce qui n'est pas le cas du critique littéraire. Un critique littéraire de 2002 peut faire une critique sur un texte de 1935. Donc lui, il n'est pas dans la dictature de l'urgence. Même si parfois, un critique littéraire peut être amené à travailler sur un texte récent. Alors, celui qui peut-être n'est pas journaliste, il n'est pas universitaire, lui, il est beaucoup plus libre puisque son travail ne demande pas une certaine méthodologie scientifique. Et donc, lui, il peut donc produire une critique beaucoup plus subjective, sans déranger personne, que peut-être le critique universitaire, et qui en tout cas, vise cet idéal-là d'objectivité. Hein? Donc, il y a peut-être cette différence-là qu'il faut noter. Et puis, moi, je ne pense pas véritablement que le but du critique littéraire, c'est de se mettre entre l'écrivain et les lecteurs. Ce n'est pas son rôle, à mon avis. Le critique littéraire, en tout cas, le critique littéraire universitaire, son rôle, ce n'est pas de se mettre, à mon avis,
entre l'écrivain et les lecteurs. Son rôle, c'est d'expliquer des textes littéraires à des étudiants. Son rôle, c'est de, comment dirais-je, c'est de se baser sur une méthodologie essentiellement scientifique pour produire un savoir sur la littérature. Je pense que c'est ça un peu le but du littéraire universitaire. Merci pour cette précision, mais je crois que c'était important aussi. On va tout à l'heure demander à Louis Diao de continuer dans ce sens-là, de bien distinguer les démarches et surtout la finalité de ces critiques, les différentes critiques que vous venez, disons, d'évoquer, de distinguer. Parce que le journaliste, que ce soit par la télévision, j'espère que tu vas faire. Voilà. Le journaliste, la télévision, parce qu'il y avait des pages dans Le Soleil, dans différents magazines, sur bouquins, etc., où un universitaire ou un non-universitaire pouvait donner son point de vue sur une œuvre et surtout annoncer l'apparition d'une œuvre. Je crois que c'est déjà l'information qui est importante. Porter à la connaissance du grand public qui n'est pas spécialiste que tel ouvrage est paru de telle personne et qui peut être intéressant. Donc on a cette critique qui est assez ponctuelle, ça prend une page, ça prend 1 heure d'émission et comme vous le dites, est-ce qu'on est là pour descendre la personne, montrer ce qui ne va pas du tout dans son texte? Nous par exemple, on est plus sensible à la forme du texte, mais il y a le contenu, on l'a dit, de quoi parle ce livre et comment, tout cela est important. Alors chers collègues. Merci beaucoup. L'appellation chère collègue me fait peur. Elle a été ma formatrice à l'école normale supérieure. Donc quand elle est là à m'appeler chère collègue, ça me fait peur. Mais par déformation professionnelle, c'est elle qui m'a enseigné ça. Je commence par interroger le titre de ce panel. Quand on a écrit la critique dans la littérature africaine, je me suis dit, tiens, de quoi allons-nous parler? Quand on dit la critique dans la littérature africaine, c'est différent de la critique de la littérature africaine, c'est différent de la critique littéraire africaine. C'est 3 choses différentes. La critique dans la littérature africaine, c'est thématique. C'est thématique. C'est-à-dire que comment la critique est une thématique, comment les écrivains procèdent à la critique de la société de XY. La critique de la littérature africaine, il y a 2 dimensions. Un sujet, la critique sur un objet, la littérature. Mais je crois que, en fait, derrière ce titre, ce qu'on voulait entendre, c'est la critique littéraire africaine. Et avant de parler de critique littéraire africaine, on parle d'abord de la critique littéraire. Et sur ce point aussi, si j'avais à choisir, j'allais demander aux écrivains de quitter le plateau. Parce que dans le triangle écrivain, public, avec la critique, maintenant c'est le public qui est au sommet, de la pyramide, qui est au sommet du triangle. Et ce n'est plus à l'auteur de nous parler de son ouvrage. Même Senghor le disait, il a beaucoup écrit. Senghor, entre parenthèses, j'ai fait ma thèse sur Senghor. Senghor a beaucoup écrit, a beaucoup réfléchi à la littérature, mais il disait toujours qu'il a horreur de parler de son œuvre. Parce que quand le lecteur a, il ne faut pas lui gâcher ce plaisir de lire parce que chaque lecteur a sa lecture. Mais une fois que l'auteur donne une orientation, il lui enlève la jouissance esthétique qui est faite de devenir peu à peu. On parle de nomination. Madame dit le contraire. Il ne faut pas nommer des choses, il faut suggérer. Et là, vous laissez au lecteur de découvrir, de participer à la construction du sens. Donc c'est ça le travail du critique. Maintenant, ce critique-là, vous avez raison, monsieur mon homonyme. Malheureusement, aujourd'hui, et nous en a parlé, nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle la dictature des réseaux sociaux et des médias. Les gens ne pensent pas. On les pense avec des mots. Et c'est vrai. Nous pensons que nous pensons, nous ne pensons pas. Nos positions, ce n'est pas nous qui les prenons. Et ça arrive aussi en matière de critique littéraire. Les plus grands, il a cité l'exemple de Sankarem. C'est vrai, bon, et pour votre information, des universitaires ont eu à réagir sur les médias. J'ai fait ça. Oui, non, des universitaires ont eu à réagir. Bon, maintenant, comme vous dites, quel que soit le domaine, un article sérieux n'est presque jamais lu. Les plus grands, j'ai dit aux étudiants, ce qu'on appelle le buzz, les vidéos les plus vues au monde,
n'ont presque pas de sens. Une conférence d'un éminent savant, vous avez 50, 30 vues. Donc, ce ne sont pas des messages que la foule aime consulter. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est pas la réalité. Donc, il y a eu des réactions. Et vous avez parfaitement raison. Moi, ça m'a touché parce que j'ai entendu un critique, bon, même pas un critique, c'était un oustaz, qui ne parlait même pas français. Il a pris une phrase, il annonnait, c'est-à-dire il reprenait quelques mots de centrale. Il ne savait même pas lire français. Il osait critiquer l'ouvrage. Mais ça, ce n'est pas notre rôle. Le rôle du critique, de manière générale, c'est d'abord quelqu'un qui approche le pour le commenter. Pour l'interroger. Et éventuellement pour le juger. Mais un jugement qui, même si ce jugement-là se veut objectif, ne peut être. Parce que toute critique est enrôlée dans une sauce de subjectivité, d'histoire, de culture, de contexte. Donc pour une intervention, je m'en arrête là. Je crois que nous continuons à préciser un peu le rôle des uns et des autres. J'ai l'habitude de dire de manière assez amusante aux auteurs, vous êtes les batteurs de tam-tam, vous ne pouvez pas danser. Vous produisez de la musique, ce sont les autres qui dansent. Vous avez écrit un ouvrage, vous ne pouvez pas être le critique de cet ouvrage. Laissez donc aux critiques leur rôle. Alors, c'est cela peut-être que vous avez tort, parce que les meilleurs critiques que je connais sont des écrivains. Je ne suis pas obligé de produire de la critique sur mes textes, j'en produis sur les textes des autres. De tout temps, on a quand même une tradition en Amérique latine, les écrivains ont été les meilleurs critiques. Quand on lit Reynaldo Arenas, Méditation de Saint-Nazaire, pour parler de la littérature latino-américaine, je ne vois pas un universitaire écrire ça. Quelqu'un qui veut quand même lire sur la littérature latino-américaine, qui lise de Vargas Llosa, dictionnaire amoureux des littératures latino-américaines. Je ne vois pas quel universitaire écrirait ça. Nous avons plutôt un avantage que le critique journalistique, universitaire ou lecteur n'a pas. C'est que nous sommes au carrefour de toutes les critiques et que nous avons la capacité de faire la critique de la critique. Dans mon livre, ainsi, non pas ainsi parlait mon père, La couleur de l'écrivain, je consacre un chapitre critique à la critique universitaire. Ça s'appelle Ainsi parla le professeur fictif. Et cet ouvrage a été réduit par des critiques universitaires à ce seul chapitre parce qu'ils m'ont trouvé tellement dur à l'égard de la critique universitaire. Qu'est-ce que je lui reproche en général? C'est plutôt de prendre souvent des écrivains, ce qui m'est arrivé quand même moi, on m'invite, je suis payé pour aller m'asseoir, écouter des soutenances de thèse sur moi. Je ne vais pas dire non, je suis payé. J'allais au Canada, Limoges, je sais pas pourquoi, sa thèse, 5 ans, il parle de moi, je suis là pour l'entendre. Ce qu'il raconte ne m'intéresse pas. C'est qu'on va me payer, c'est la chose qui m'intéresse. C'est quand même la vérité, il faut que je le dise. Sinon, je vais quand même. Qu'est-ce que je reproche à la critique? Parfois, c'est que je peux trouver des jeunes bien intentionnés qui pensent quand même que quand ils disent je fais une thèse sur vous, je saute au plafond. Moi, je n'écris pas pour des thèses sur moi. Et quand je l'entends, je l'écoute, que ce soit lui, je lis ses professeurs, je me dis, il y a un malentendu. Parce que la thèse sur moi est en général, moi, comme prétexte de théorie universitaire dans lesquelles on m'insère comme principal élément de l'histoire, où on va citer depuis le grand-père maternel ivoirien de Socrate jusqu'à la grand-mère de Jésus, c'est-à-dire Samuel Tchak,
la sexualité de machin, et puis on va citer avec mon beau métier et tout. Au bout d'un moment, je me cherche dans une thèse qui me concerne. Ah oui, là, je me cherche, et puis je me dis, enfin, l'universitaire qui a dirigé cette thèse sur moi, je ne s'est pas rendu à un moment contre ça de moi qu'on parle, mais que là, on est en train d'illustrer une théorie. C'est comme ça que je peux lire des thèses. La migritude dans la littérature africaine, exemple de Sami Tchak à partir de Hermina et de Fidel. D'accord. Ça veut dire on va réveiller les morts, les vivants, pour parler de moi, je ne suis qu'un prétexte. En réalité, la critique universitaire qui est productrice de sens, de scientifique et tout, n'est pas plus importante que celle d'un journaliste qui fait la publicité. Toutes sont quand même de la subjectivité dont l'une universitaire a la prétention d'être scientifique. Je considère la critique comme une flaque d'eau devant laquelle on fait venir chacun. Quand tu te regardes dans une flaque d'eau, la première des choses que tu vois, c'est ton visage. Et ce visage-là, tu sens parler. Ça te renvoie à toi, tu parles de toi. Les universitaires, c'est quand même incroyable. Moi, je vois une chose qui m'intéresse. Je ne suis pas aussi intelligent qu'eux, ça c'est vrai. Quelles que soient les thèses, je vois citer les mêmes auteurs. Donc, parfois, pas toujours, j'exagère un peu, mais quand je vois les mêmes auteurs revenir dans la biographie, je comprends que, comme moi, ils ont un moule à partir duquel chacun déploie sa subjectivité. C'est ce que je fais en écrivant. Et comme je suis au cœur de la critique de mes propres textes, je sais comment ils sont reçus. La façon dont on parle de mes textes au Togo, ce n'est pas la même chose que la façon dont on en parle en Colombie, à Cuba ou au Mexique. Puisque des livres comme Hermina qui se passe au Mexique et à Cuba sont lus par des Cubains et des Mexicains comme des livres de chez eux. Fille de Mexico est lu comme un livre mexicain. Les latino-américains ont un festival qui s'appelle Bella Latina. C'est basé à Lyon. Ils m'invitent comme un écrivain latino-américain. Je me souviens, un jour, à Mantoba, j'étais avec l'écrivain Carlos Fuentes. Nous discutions. Cet écrivain m'a nourri. C'est vraiment l'un de mes maîtres. Je ne me doutais pas qu'il m'a lu. À un moment, on s'est isolé quelque part et il me dit, quand j'ai lu Fille de Mexico, il y a une seule chose qui, à un moment, a retenu mon attention, le chapitre sur Tépito. Je l'ai lu avec toute la douleur d'un père. Je me suis dit, ça commence mal. Et il me dit, après le suicide de mon fils photographe, ma fille a été tuée par un dealer en plein jour au marché de Tépito dont tu décris la violence. En lisant ton livre, c'est quand même la mort de ma fille que je vois. Je ne savais pas que la fille de Carlos Fuentes a été tuée au marché de Tépito. Quand je suis avec des lecteurs français, par exemple, de mes textes, quels qu'ils soient, ils ne voient pas la même chose que ce que peut-être des lecteurs voient au Togo. Donc, dans cette flaque d'eau, quand nous voyons notre visage, ça nous renvoie peut-être à notre histoire. Et l'histoire ici, pour le critique littéraire, c'est qui l'a formé, où a-t-il été formé, quelles sont ses grilles de lecture, par quel lucarne il observe les textes qu'il lit, à quel moment dissocie-t-il chaque écrivain comme une individualité irréductible au cœur de la littérature africaine, au-delà des thématiques qui nous font devenir une forme de collectif au service des thématiques. À quel moment un journaliste à la télé parle d'un livre en ayant avec sa subjectivité la petite exigence d'en montrer la complexité
et non un angle peut-être plus porteur. À quel moment on passe au-delà de peut-être ce que le livre prétend être et sa qualité intrinsèque. C'est-à-dire à un moment, à quel moment le critique universitaire est au service de ce que nous faisons quand nous produisons de la critique. À quel moment il est dans la notion de hiérarchisation des livres produits par les écrivains. À quel moment il les sort de cette tendance à laisser entendre que tout vaut tout. Pour moi, tout ne vaut pas tout. J'écris mes petites critiques sur ma page Facebook. Il se fait que parfois, Gauze, il est dans la salle, il le sait. Quand je parle d'un livre, je mets ma subjectivité. Sa qualité telle que je la conçois, j'en parle. Des critiques de grands journaux, parfois, m'écrivent parce que j'ai parlé d'un livre. Ils disent, oui, ben, quand tu commences à en parler comme ça, on prête attention. Il est arrivé parfois que, par exemple, Mbougar Sarr, qui m'appelle son père, que j'écrive un livre sur lui et que des éditeurs me demandent si par mois il peut passer pour l'inviter à déjeuner. Je donne le nom d'une éditrice qui l'a fait. Elle est chez Stock, Alice Dandigné. Quand j'ai parlé de Mohamed Mbougar Sarr à la sortie de Terre Sainte, Alice Dandigné de Stock m'a écrit, parce qu'on se connaît, est-ce que je peux quand même l'avoir? Que je dis, ben, c'est mon fils. Il est allé dîner avec et déjeuner avec elle, elle lui a présenté Carcassonne. Donc je parle de l'idée quand même que toute forme de critique reste quand même d'une valeur assez limitée par rapport à quelque chose qui est encore beaucoup plus limité. C'est ce que l'écrivain arrive à faire par rapport à ses propres prétentions. Alors, on va vous répondre. Nous sommes là, donc d'abord je vais donner la parole à votre voisin, mais je voudrais d'abord faire cette distinction que le Sami Tchak ici, l'homme qui est là n'est pas celui que nous trouvons dans l'œuvre. Vous avez écrit une œuvre. C'est l'univers de votre œuvre que la critique va explorer. Ce n'est pas l'individu, la personne. À la limite, votre biographie personnelle, elle peut être intéressante, mais ce n'est pas celle-là qui intéresse, je crois, quand on va parler de votre vie, à moins que ça ne soit une autobiographie. Et je le dis, à la limite, vous n'avez pas non plus le monopole de la critique de vos textes. Et ce n'est pas parce que je dis, vous avez mis quelque chose sur votre page Facebook que ça va être... Hein? Non, je veux juste préciser que l'avis de l'auteur n'empêche pas les lecteurs et les critiques de dire ce qu'ils pensent de la construction de cette œuvre, et que forcément, si notre travail a des prétentions scientifiques, nous avons des outils d'analyse. Et je ne crois pas que ça soit uniforme, cette façon un peu caricaturale que vous avez de présenter. Laissez votre voisin répondre. Je précise quelque chose parce que là, je pense qu'on ne se comprend pas. Je ne parle pas de la critique de mes livres Gauze qui est là, je ne mets jamais rien sur moi, sur ma page. Vous avez dit un mot sur. Ah non, pas sur ma page, jamais. Bon, d'abord oui et ensuite. Je ne fais jamais sur mes voilà. On clarifie bien les choses pour bien comprendre ce qu'est cette critique littéraire dont nous parlons. C'est un peu difficile de parler tout le monde, mais moi aussi, un peu comme voisin, j'ai été un peu étonné par la proposition dans la place de la critique dans la littérature africaine. Je me suis dit que ce mot-là, ce mot par rapport à la littérature chercheur, c'est une identification par rapport à ce qu'elle contient, à ce que la littérature contient. Donc, en gros, je me suis dit, mais en fait, on cherche la place, on cherche sa posture, sa position. Donc, si on le cherche, c'est peut-être parce que déjà, il n'existe pas. Parce que c'est évident que s'il est là, on ne va pas le chercher. On le cherche pourquoi? Parce qu'effectivement, moi, je constate que la critique, qui est le travail de critique, la critique est en train de disparaître. Aussi bien la critique universitaire que la critique d'art.
Et puis, avant, pour répondre, pour compléter, je pense qu'entre les deux critiques, il y a le journalisme culturel. Il y a le journalisme critique qui n'est pas une critique d'art. Et le critique d'art peut être critique littéraire. Donc le critique d'art a des compartiments de critique littéraire, de critique culturelle, et ainsi de suite. Donc ce sont des notions qui sont en voie de disparition. Il faut le dire. Ce sont des notions en voie de disparition. Rapidement, je vous ai parlé, quand on était plus jeune, on avait de grandes figures de critiques universitaires, Liliane Pestelot, on entendait parler. Après, il y a eu Bernard Zakizaou, qui sont, on dit, et Samy, qui sont eux-mêmes écrivains. Tommy Morrison, tous ces grands auteurs, même Baudelaire était critique. Donc, ce sont des personnes importantes. Je pense qu'elles ont une bonne posture pour pouvoir faire de la critique universitaire. Mais la critique journalistique aussi n'est pas, la critique d'art, la critique littéraire n'est pas à négliger. Elle n'est pas négligée parce qu'elle permet justement d'augmenter la population, la communauté de lecteurs. Lui, je le considère, le critique littéraire, comme une sorte d'apothicaire, pour parler comme Molière, comme une sorte de pharmacien qui prescrit le médicament destiné au public qui est là, pour dire, oh, c'est un peu bon, c'est meilleur. Je constate quelque chose, pour revenir, parce que ça c'est un sous-thème. Au thème, littérature et conflit, on a tendance à opposer, et c'est dommage, il faut qu'on soit très vigilants les Africains, à opposer la critique universitaire à la critique littéraire, qui soit journalistique. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de batailler, je ne crois pas. Ils n'ont pas les mêmes préoccupations, ils travaillent des fois sur le même environnement, mais ils n'ont pas les mêmes démarches. Cette opposition profite à d'autres personnes. Je vais prendre l'exemple de Samy ou de Go, c'est des personnes qui sont là, qui travaillent, mais qui sont validées un peu par les critiques étrangères. Et à ce moment, on se réveille pour dire non, c'est des écrivains peut-être blancs, ainsi de suite. Non, ça encore, c'est un faux débat. C'est parce que nous avons disparu, parce que nous ne faisons pas notre travail, que quelqu'un d'autre peut se permettre, dans l'écosystème européen, de valider cela, de valider la possibilité. Et ça fait donc deux types de conflits. Conflit entre l'universitaire critique, le journaliste critique, conflit encore maintenant entre la diaspora, ces auteurs-là, parce que ceux qui restent au pays, je ne dis pas ils jalousent, mais ils ont moi je le constate en tout cas, je le constate. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une critique peut-être dont on n'a pas parlé, c'est l'écrivain lui-même, qui est le premier critique de la société. C'est parce que la société ne convient pas à l'écrivain qui se fait critique de cette société-là, qui déconstruit le réalisme, qui propose des utopies, des surréalismes, bref, le décor qu'il met en place, par les boubous, tout ça, c'est une forme de critique de la société. Donc le critique, lui, devient critique du critique. Et il faut qu'on évite ces conflits. Au contraire, il faut qu'on essaie de travailler en collaboration. Je constate quoi? Que la critique est en train de disparaître, le critique aussi disparaît, parce qu'il y a une sorte de recrutement qui est fait par l'univers même de la création. À force de critiquer, on a tendance, des fois, à publier, à fois critique. Ensuite, on peut passer le cap et devenir auteur d'un livre, de 2 livres, et devenir romancier. Il y a une sorte de développement que moi je constate. C'est bon, c'est pas bon, j'en sais rien. Je sais que beaucoup, rapidement, pour la Côte d'Ivoire, je suis peut-être la dernière race de critiques, puisque je suis auteur aujourd'hui, éditeur. On est convoqué par tellement, et ça c'est la faute, de priorité, qu'on se met à faire tout. Donc moi je ne me pose pas la question de savoir quel statut j'ai, je ne sais pas, je peux vous dire. J'étais critique, j'étais journaliste, aujourd'hui je suis écrivain, je fais des résolutions. Et là, je viens de faire, à force de côté, pour trouver les musiques, un livre critique sur Alpha Blondy et toute la galaxie ivoirienne. Je suis interpellé par le fait qu'il y ait un impact au niveau musical, je dois réagir. Donc le critique est en train de disparaître, c'est une race qui disparaît. Non pas seulement à cause des conflits internes, mais à cause des nouveaux médias. Vous pouvez pas faire une critique qui soit longue, les gens n'ont plus le temps. Ils veulent juste un petit peu, le temps que vous ayez, première partie, deuxième partie, ils n'ont pas le temps de ça. Donc on est encore embêté par... C'est qui? Pardon? Les gens qui n'ont pas ce temps, c'est qui?
le public, parce que... Là, critique universitaire ne s'adresse pas à... Oui, vous allez avoir la parole. C'est pour ne pas oublier cette réponse. Oui, mais non, c'est jamais me rappeler. C'est que 5 personnes qui ont parlé, je n'avais pas encore pris la parole. Quand je dis les gens, c'est parce que le lecteur, ce dont on souffre aussi en Afrique, c'est la capacité à augmenter la communauté des lecteurs. Parce qu'on fait beaucoup d'entre-soi dans le milieu universitaire, d'entre-soi, c'est dans le milieu de la critique. Je vous dis, je suis éditeur, écrivain, ça tourne entre nous. Donc il faut augmenter la qualité, la quantité de la communauté de lecteurs en faisant quoi? En laissant ce critique-là jouer le rôle d'administrateur de texte potable pour le lecteur. Permettez, merci. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai commencé par justement interpeller les pôles où on avait une critique littéraire africaine très vivace. Abidjan, Yaoundé, Dakar, il y avait des écoles même. C'est pour ça que j'ai commencé par l'évocation de ces pôles. Pour dire aujourd'hui où est-ce que nous en sommes. Je crois que le sens de ce panel, c'est justement de nous faire réagir et de nous demander quelle est cette part de notre activité que nous n'assumons pas. Moi, c'est un peu comme ça que je l'entends. Personnellement, j'ai fait un texte sur Maria Mandoy. Pourquoi? Parce que je me retrouve au Mali un jour, avec elle, il y avait une rencontre des écrivains, des femmes écrivaines, avec un prix de la présidente, et Maria Mandoy, elle est mieux connue en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun qu'au Sénégal. Je dis c'est paradoxal. Est-ce que le public sénégalais connaît Maria Mandoy? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit mieux connue? Voilà un peu comment peut-être à mon niveau, je comprenais ce rôle de critique. Je suis une universitaire. Je vous donne la parole. Donc ça montre que non seulement il y a encore toujours ce mauvais procès-là, mais les conclusions sont encore là et elles ont la vécu. Ce que je voudrais, en fait, la critique universitaire est morte ou en tout cas est en train de disparaître, ça je n'en suis pas aussi sûr. Hein, puisque je ne pense pas qu'il y avait eu autant de critiques littéraires, autant de textes produits par des jeunes critiques, même en Côte d'Ivoire, les Adama Koulibaly, les Isaac Badié. Donc aujourd'hui, la critique universitaire, en tout cas ivoirienne, est l'une des plus dynamiques, en tout cas en Afrique. Peut-être que certains, par rapport à c'est peut-être par rapport à une certaine critique, mais la critique universitaire est encore là et continue encore véritablement de produire des choses. Ce qui est vrai aussi, c'est que c'est pas à l'écrivain de dire aux critiques, qu'il soit universitaire ou autre, la manière dont il doit lire son texte et la manière dont il doit manipuler son œuvre littéraire. C'est comme si vous préparez un plat, un tiers-boudienne, vous le servez à quelqu'un, vous allez lui dire ce tiers-boudienne. Normalement, si vous le mangez, vous devez ressentir tel goût. Vous n'avez pas le droit de ressentir tel autre goût. C'est ça à mon avis. Donc il faut que chacun essaie de jouer son rôle, que l'écrivain écrit et que le critique littéraire critique et que le lecteur lise. Et si chacun essaie véritablement de jouer ce rôle, le monde ne s'en porterait que mieux. Voilà, après ça, on a presque épuisé notre temps. On va donner juste un petit tour de table. Moi, je voulais dire que moi j'ai pas. Bon, j'ai une déformation professionnelle, c'est pourquoi je veux inverser un peu la pyramide. Qu'importe les épithètes que l'on met après le mot critique, ce qui constate, c'est qu'il y a un vide. Et on dit que la nature a horreur du vide, mais la nature n'a pas horreur des extrêmes. Que ce soit la critique universitaire, que ce soit la critique littéraire, journalistique, artistique, c'est que l'on constate aujourd'hui, c'est un vide. Et pourquoi j'ai dit que la nature n'a pas peur des extrêmes? Parce qu'actuellement, à la table des critiques, on a des guillotines. Et les guillotines, elles sont pires que celles utilisées en France, parce que c'est une création française, parce que ces guillotines ne coupent pas des têtes, elles coupent des cerveaux. Ça, c'est important. Deuxième chose, moi, je n'ai pas de problème également avec les réseaux sociaux. Les Anglais disent « don't hate the game, hate the player ». Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils pensent, mais il faut une matière pour penser. Si la critique universitaire s'arrête aux étudiants, ce serait une critique bancale. Il faut que les universitaires s'adaptent à la modernité. Quand je parle de modernité, je ne parle pas de l'idéologie, je parle un peu de la technologie au canon. On peut adapter la critique littéraire à ce public-là. Je suis sûr et je suis certain
qu'il y a des femmes, des grands-mères qui lisent plus que les étudiants et qui veulent lire des critiques universitaires. Mais est-ce qu'on peut tout simplement, depuis les années immémoriaux ou les temps immémoriaux, dire que la critique universitaire doit tout simplement s'arrêter aux étudiants? Ce serait un peu une sorte de vase clos. Et nous sommes dans le monde de la technologie. C'est comme l'escalator, il faut monter. Mais le défi aujourd'hui, c'est de s'adapter ou mourir. Merci beaucoup. Bon, j'ai laissé assez le soin de venir. Bon, malheureusement, je vais aller sur ce dont on devait parler, dont on n'a pas parlé. C'est en fait aujourd'hui où en est la critique de la dette africaine. Où en est, c'est ça, pour moi c'était ça le débat. Non sur l'utilité universitaire, les journalistes et tout, dit ou pas bon. C'est un autre débat. Et cette critique-là, pour moi, c'est ça, je devais parler de cela. La semaine passée, on en a parlé à Paris. Après, on en a parlé. Cette réflexion sur la dette africaine, sur la critique de la dette africaine, elle est inséparable de la réflexion sur la dette africaine elle-même. Une littérature qui se dit souvent, qui s'écrit en français, qui se produit dans une large mesure en France, qui consacre beaucoup d'auteurs établis en France. Est-ce que cette littérature est autonome? Cette critique qui prend les moyens, les outils idéologiques de la France, de l'Occident, pour interroger les textes africains. Est-ce que cette critique elle est africaine? Pourquoi c'est ça le débat? Malheureusement, on n'en a pas parlé. Donc je parle de ce dont on devait parler et dont on n'a pas parlé. D'accord. Ce dont on avait parlé, et je t'avais répondu que, en fait, on nous a invités pour que nous chantions l'Afrique, qui a eu le Booker Prize, le tout, et puis j'ai dit, bon ben, pour moi, c'est peut-être pas à ce niveau que ça se joue. Ça se joue partout dans le monde où je voyage, quand je suis avec des gens très très cultivés. Quand je leur demande quels sont leurs auteurs, comme en fétiche, ils ne citent aucun auteur africain. Donc nous n'appartenons pas à ce qu'on peut appeler chez l'honnête homme la bibliothèque minimale quand on a environnement de lire. Nous n'entrons pas dans cette catégorie-là. Ensuite, on n'a quand même pas des cerveaux de fourmis pour ne pas comprendre qu'une littérature continentale dont la sélection se fait hors du continent, une littérature continentale représentée juste par une infime minorité de l'infime minorité publiant chez des éditeurs occidentaux, une littérature continentale dont la consécration est exclusivement externe, n'existe pas. Nous sommes les seuls dans la situation telle qu'elle est décrite. C'est pour ça que j'ai consacré la couleur de l'écrivain à cette question-là. À quel moment je peux dire que je suis un écrivain de chez moi quand je le dis très clairement, la littérature est d'abord une relation ombilicale entre un peuple, sa terre et sa langue. Et je l'ai dit dans la couleur de l'écrivain, on peut raconter tout ce qu'on veut. Personne n'aurait eu Kawabata ou Mishima si ces gens n'avaient pas écrit en japonais mais en français. Personne n'aurait eu Tolstoï ou Dostoïevski s'ils n'avaient pas écrit en russe. Et je rappelle toujours cette pensée que j'ai citée quand tu m'as posé la question, parce que toi, tu aimes me poser des questions. Donc, j'ai dit quand même qu'il faut revenir à cette phrase qui peut paraître provocatrice de Solzhenitsyn. Quand il quitte l'Union soviétique et se retrouve aux États-Unis, il refuse la maîtrise de l'anglais et il donne la réponse pour laquelle il ne veut pas maîtriser l'anglais. C'est pour que cette langue ne souille pas son russe, parce que le russe, c'est la Russie et que la Russie, c'est moi. Je ne dirai jamais ça. Merci pour cette précision. Je pense que tout a été dit. On se revient encore à la littérature des conflits. Il y a beaucoup trop de production en tant que conflit. Je sais que le conflit est un peu le vin de la création. Et ça fait que à chaque fois, le critique et la critique est en retard par rapport à ça. Aujourd'hui, vous avez en Côte d'Ivoire
entre 3 et 4 livres par semaine. Ça passe à 100 et quelques livres. Je ne sais pas quelle critique est capable de te suivre. Même les journalistes ne sont pas capables, ils n'ont pas de place pour produire. Et même quand ils suivent, je ne les vois pas en train de suivre, ils lisent 100 livres par an. Même s'ils lisent 50 livres, ce que je ne crois pas, parce que ça fait 1 par semaine, je ne les vois même pas en train de les traiter sur quel support. Ça fait qu'en fait, plus il y a de conflits, plus la création avance et ça fait que les critiques sont rentrées. Et je pense que ce cas ivoirien peut être découvert. D'accord. Merci beaucoup de finir par la Côte d'Ivoire. Un petit mot, si j'avais eu le temps, j'ai un poème d'un grand écrivain sénégalais dont la fille est parmi nous, c'est Cheikh Ali Ndao. À notre retour du Sila, il m'a confié un poème sur la Côte d'Ivoire que je me ferai le plaisir de vous envoyer. Et dans ce poème, justement, il évoquait ces grandes figures de la critique africaine. C'est pour ça que je me suis dit, il y a une lacune. Mais ensemble, nous avons posé un problème. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que notre littérature, dans beaucoup de pays, il y a un vrai regain dans la production. Beaucoup de jeunes veulent écrire, produisent, publient, la relève est prise dans la production. Mais est-ce qu'elle est dans la critique? Voilà la question peut-être que nous avons, d'une façon peut-être maladroite, essayé de poser, qui est un appel du pied, à la fois aux intellectuels, aux universitaires, aux auteurs eux-mêmes, s'ils sont à la fois critiques et écrivains ou même éditeurs, parce que parfois les différents métiers sont combinés, et surtout à tous les moyens d'information auxquels beaucoup de jeunes aujourd'hui préfèrent se référer plutôt que d'avoir le livre physique. Je parle de tous les réseaux sociaux, je parle des chaînes de télévision. C'est une invitation à faire en sorte que la production africaine soit mise à la portée du lectorat africain. Et je dirais à la limite que la consécration des œuvres africaines revienne en somme à ce public. Je vous remercie. Merci les jeunes. Tu as oublié quelque chose là? Merci. Merci professeur, merci professeur, merci à l'ensemble des panélistes. La tournée marathon prend fin avec le prochain panel. Qui a laissé son... Présenter des excuses au public. Certains voudraient intervenir dans les panels. La possibilité de... Désolée si j'ai mal compris votre petite référence. Ah oui. C'est à vous ça? C'est à vous.